Je me suis intéressé au sprint à cause de Bruni, mais le sprint, ça m'emmerde. Il était honnête, franc et répondait ouvertement aux questions. Il y a un certain nombre d'athlètes à qui je donnerais le bon Dieu sans compétition. Et Bruni est certainement un de ces-là. Je l'ai connu, en tout cas, à Atlanta, extrêmement nerveux, extrêmement tendu. Tu peux pas performer sans t'entraîner. Je sais pas si tu le fais de façon aussi clean que Bruni a voulu le faire. Il s'est toujours relevé, il est toujours revenu plus fort. L'image que je regarde de ma carrière, pour moi, maintenant que je regarde ça vraiment de l'extérieur, pour moi, c'est exceptionnel. Parce que je veux dire, courir 9-9, 9-8 en 99, je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, waouh. Maurice Greene tenu par Surin, mais Maurice Greene va passer quand même. En quelle course de Bruni Surin! Je suis toujours surpris, en même temps reconnaissant, parce que des fois, on dit souvent, bon, les gens oublient vite et tout ça. Puis moi, je remarque encore aujourd'hui des gens qui me parlent des Olympiques de 1996, qui se rappellent de ça. Puis je me dis, waouh, c'est remarquable, je suis chanceux. Cette fois, le départ est bon. Très bon départ. Il a abandonné. J'ai eu aucun regret dans les décisions que j'ai prises, dans les bons comme dans les mauvais moments. Des fois, les gens vont faire l'analyse, ils vont dire, écoute, pour un athlète, peut-être que ça aurait valu mieux que cet athlète-là finisse une année avant ou quoi que ce soit. J'aurais pu terminer la carrière après Séville, par exemple, bon, quand j'ai fait 9,84 et tout. Mais ça, l'avenir, des fois, on peut pas le prédire. Moi, l'important, c'est que tu prends une décision, puis tu vis avec. Oh, c'est inquiétant de voir ce qu'on vient de voir, là, de Bruni Surin. Pour la dernière compétition, c'était des sentiments partagés. En même temps, oui, j'avais hâte de terminer, je veux dire encore sans douleur, dans ma jambe qui était blessée. Et puis, en même temps aussi, il y avait un peu de nostalgie, parce que bon, je savais que ce serait la dernière compétition. Quand j'ai arrêté, c'était extrêmement difficile. J'avais planifié ma dernière saison avec moins de compétition. Ça, c'était très important parce que, premièrement, je savais que le corps, la mécanique était un peu plus fragile, disons. Donc, premièrement, je voulais faire moins de compétition. J'insistais pour faire un dernier camp d'entraînement au Texas, à Austin. Regardez la voiture, c'est la voiture. C'est la voiture, là, t'as vu? À Austin, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de distractions. De temps en temps, on se retrouvait, on allait au restaurant, on blaguait tout ensemble, on allait jouer au billard et tout, mais il n'y a pas grand-chose à faire à Austin. C'est travail à 100%. C'était différent parce que, bon, premièrement, il y avait moins de pression. Puis je crois que j'ai senti ça aussi par l'approche que Dan avait aussi. Il me lançait toujours des petites pointes en disant, bon, le vieux, bon, t'as 5 fois 150 mètres à faire aujourd'hui. Bon, mais si t'es pas capable, ben, t'en feras 3. Tu vois, c'était toujours il me taquinait de cette façon parce qu'il savait que c'était l'année que je me faisais plaisir. Bon, il y avait surtout les jeunes, la jeune relève. Il y avait Okiki Akinwumi de Toronto, Nicolas Macrozones était là, Roy de Santos, et il y avait aussi Yarek Kulesha. C'est sûr, je me sentais un peu comme un père avec ses fils et tout, mais je veux dire, en même temps, ça me faisait plaisir parce que je veux dire, j'ai tellement donné à ce sport, j'aimerais tant voir ces gars-là courir vite. Nick, tout le temps, je suis après lui. Je suis après lui tout le temps. Je lui dis, écoute, tu dois avoir plus confiance en toi. Je lui dis des affaires, des fois, je lui dis, écoute, là, on est amis, mais des affaires que je vais te dire, peut-être que tu vas mal le prendre, mais je dis ça pour ton bien. Monaco, c'était une façon de voir une compétition étant comme un spectateur. Allez les jeunes, allez! Il y a beaucoup de gens qui venaient me voir, qui me souhaitaient bonne chance pour l'après-carrière et tout ça.
Ça fait un plaisir fou à voir les gars. I told you, I saw him this year, and I told you he wasn't retired. The Canadians only retire once every 5 years, and then they make a comeback. À Monaco, c'est vraiment plaisant. Je crois que c'est là que j'ai commencé à couper le cordon. Nice to see you. How's everything? Là, je me suis dit, bon, je suis plus athlète de haut niveau, je suis plus un sprinter et tout ça. Là, moi, je regarde ça de l'extérieur. J'avais un plaisir fou à voir qu'est-ce qui se passait, à anticiper qu'est-ce qui allait se passer et tout. Mais en même temps, je fais plus partie de ça. Je suis plus dans la game, là. Where's the sun? Oh, it's coming out tomorrow. Tomorrow? Yeah. Okay. All right. C'était pas prévu que Manchester, les Jeux du Commonwealth, devienne ma dernière course parce que même auparavant, les organisateurs des Jeux m'avaient demandé d'avoir mon visage partout à Manchester, tout ça. Puis moi, j'avais refusé. J'étais pas sûr que j'allais faire les Jeux du Commonwealth. Puis moi, je veux pas non plus prendre l'argent. de prendre l'argent puis après ça de pas m'engager, c'était pas honnête. Je veux dire, si j'étais pas sûr de le faire, j'ai dit écoute, non merci. Mais quand je me suis retrouvé là, j'ai dit waouh, j'aurais dû dire oui. Je suis arrivé à Manchester presque comme sur le fil d'arrivée. Je me suis dit c'est comme un long parcours, un long voyage. Puis là, j'arrive à destination. Il me reste un dernier droit à faire, le dernier 100 mètres du relais. Puis là, je me suis dit, bon, ça va être la dernière fois. Là. Puis après, on se préparer au vrai monde. Thanks. Thanks for everything. Yeah. Je suis arrivé là aussi sans pression. Quoi qu'il arrive, je suis satisfait. Je veux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis là, je me suis dit, écoute, je vais faire mon dernier 100 mètres là, avec les boys, avoir du fun. On a fini 4e. Puis, pour moi, c'était ça la fin. C'était la fin du voyage. Là, je me suis dit, bon, mais terminus, tout le monde débarque. Puis je me suis comme retrouvé un peu seul. J'ai fait un tour de piste. Puis pour moi, c'était vraiment là le dernier tour de piste. Ça y est. Maintenant, c'est sûr qu'il faut passer à d'autres choses. Il n'y a pas de... on recule plus, là. Il n'y a pas de prendre le nom retour. C'est vraiment fini. Et même si j'étais seul, je me suis dit, écoute, il faut pas que je pleure. Il faut pas que je pleure. Je dis, écoute, c'est beau, là. Je viens de finir. Il faut pas. OK, let's go. On continue. Puis, je pense à un moment donné, là, c'était comme... C'est venu me chercher. C'était plus fort. Je me suis vidé. Merci beaucoup. Ouais. Merci.
Déjà en secondaire 1, j'étais à Lucien Pagé. Je faisais le triple saut sur en longueur et tout. Et puis un entraîneur est venu me voir, Daniel Saint-Hilaire. Il m'a dit, écoute... Jeune homme, voici Marquand, je suis entraîneur d'équipe canadienne ici à Claude Robillard, puis je crois que tu as du talent et j'aimerais ça que tu joignes mon équipe. Bruni me regarde, il dit... Athlétisme. Ça m'intéressait pas du tout. Moi, j'étais sur l'équipe de basketball. Je dis, ben écoute, tu mesures 5 pieds. C'est pas grave, je suis un bon dribbleur, puis je saute haut, puis je suis bon. Je dis, en tout cas, tu m'appelleras quand tu voudras joindre l'équipe. J'ai pas eu de nouvelles de lui pendant des années. Qu'est-ce que Daniel avait fait? J'avais 2 Haïtiens qui venaient de joindre mon équipe. Je leur ai dit, écoutez, les gars, je vais vous donner 5 $ à chaque fois que vous allez m'amener un jeune qui est capable de toucher le poignet à l'anneau de basketball. Ils reviennent une semaine plus tard. J'arrive à l'entraînement, ils sont assis avec un jeune, avec la casquette tout croche. Je le regarde. Là, je reconnaissais le sourire puis la timidité un peu. Puis je regarde les 2 gars. Les 2 gars me regardent, les 2 Haïtiens. Ils disent « Hey, on veut le tester là, pour avoir notre 5$. Il est où le panier de basketball? » Je dis, les gars, lui, là, pas de besoin de le tester. Je sais qu'il est capable de le toucher. Très calmement comme ça, on se faisait des challenges entre amis. And there goes Bruni Surin. Go faster, because he's going to turn all these people in the way. Bruni jumps. The record, does he have it? Soit en saut en longueur ou en sprint et tout. Puis c'est de là que j'ai commencé à prendre le goût de l'athlétisme. J'avais à peu près 12-13 ans d'expérience en coaching, puis j'avais jamais vu un athlète avec une puissance comme ça, une détente comme ça. Moi, je l'appelais, à l'époque, je lui donnais un surnom, je l'appelais l'animal. Parce qu'il courait comme une panthère, il courait comme une gazelle, puis un lion ou un tigre qui accélère. C'était vraiment animal. J'avais jamais vu ça. J'avais le feeling que ce Bruni-là pouvait réussir des choses que peu d'athlètes au monde ne pouvaient réussir. Bruni Surin a connu une progression phénoménale. En moins de 2 ans, il a terminé 4e de la finale olympique de Barcelone. Aux Jeux de Barcelone en 92, il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait que je serais pour arriver en finale. Je regardais les journaux. Le nom de Bruni, écoute, Bruni était inexistant. C'était comme là, une personne là, non connue et aucun espoir d'être dans les 8 finalistes du 100 mètres. Ça parlait beaucoup de Linford Christie, Dennis Mitchell, Frankie Fredericks et tous les tops dans ce temps-là. Puis je voyais pas mon nom à nulle part. C'est parti. Et cette fois-ci, c'est bon. Dans le couloir numéro 1. Bon départ de Bruni Surin. Surin qui va bien jusqu'à maintenant. Surin qui va très bien. Surin qui est en tête à ce moment-ci. Bruni Surin. Quand je me suis retrouvé en finale, moi, j'étais comme... qu'est-ce que je fais là? Je me suis retrouvé en couloir numéro 1. J'étais très impressionné. Lors de la finale, les 10 premiers mètres, j'avais l'impression que j'étais en avant. 20 mètres, 30 mètres. Là, avec l'angle que j'avais, je voyais personne devant moi. Je me suis dit, waouh, c'est pas normal. Ça se peut pas, moi, j'arrive là. À 40 mètres encore, je voyais personne. Puis je pense que c'était entre 30 et 40 mètres. J'ai comme figé. Je me suis dit, mais ça se peut pas. C'est comme si je disais, écoute, les gars, allez-y, c'est pas ma place, là. Puis c'est là que j'ai perdu ma concentration. Et qu'il finisse 4e, puis avec une course qu'il a fait, avec l'expérience qu'il n'avait pas. Écoute, tout ça, là, pour moi, c'était extraordinaire. Je t'avoue, Barcelone, pour moi, je m'en souviendrai toujours parce qu'on est arrivé là comme des inconnus, puis on est sorti de là en disant « Oh boy, je pense que je viens de mettre mon nom sur la map. » D'ailleurs, après Barcelone, il a montré toutes ses possibilités sur 60 mètres. Il a été champion du monde à Toronto.
qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je veux dire, mon mari est champion du monde, puis c'est la chose, je pense, qu'il rêvait le plus. Et je suis très contente qu'il l'ait eu. Ah, c'est fini, là. C'est sûr que quand il a été vice-champion du monde à Göteborg, on s'attendait bien sûr à beaucoup de choses de lui. Je pense dans l'esprit que j'étais l'année olympique, je me mettais trop de pression. Même à un certain moment donné, c'est comme je pensais, je dis, bon, écoute, il faut que je performe à Atlanta. Il faut absolument. C'est arrivé à un moment donné que je disais que j'aimais plus ça. Que il y avait de l'écœurement, j'étais tanné. Oui, physiquement, j'étais prêt. Psychologiquement, tout à l'entraînement allait bien. Je rentrais dans mes temps et tout. Tout était bien calculé. On dirait que j'étais pas bien dans ma peau. Il manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. Probablement qu'il y avait beaucoup de pression. Mais comme tous les gens qui subissent beaucoup de pression, ils s'en défendent énormément. Comme il fallait faire la demi-finale et la finale, j'espérais faire la finale et tout, on amène toujours notre habillement de podium, parce que c'est pas le même habit. J'étais avec mon entraîneur, Michel. Je regardais l'habit. Je dis à Michel, je la porte pas. Tout bonnement comme ça. Je l'ai connu, en tout cas, à Atlanta, extrêmement nerveux, extrêmement tendu. Voici Bruni-Surin du Canada. Bruni qui est dans le couloir numéro 1. Et ça, c'est pas drôle. Mais enfin, il a du pain sur la planche. Bon départ de Bruni-Surin. Bon départ également de Bolden. Bruni-Surin qui essaie de s'accrocher. Bolden qui est là. Christie également. Et puis, oh, ce sera difficile. Ce sera difficile. Alors ça, c'est évidemment un coup de massue. C'est terrible. On voit un Bruni-Surin déçu. C'est normal. Quand j'ai pas fait la finale, c'était comme, wow. That's it. Et je l'attendais là, et je pleurais, et je pleurais. Et c'est pas, je lui en voulais pas, j'étais pas en colère, c'était juste que j'étais tellement triste, là. Je me sentais mal, mais tu peux pas savoir. Là, ça me fait de la peine, je peux pas le cacher. Mais je veux dire qu'il faut que je mette ça en arrière de moi. Je ne disais rien et je ne faisais que pleurer. Et je te jure, je pense que j'ai pleuré pendant 2 jours. Je me souviens, au milieu de la nuit, je sais pas quelle heure il était, et Bruni s'est réveillé, puis il m'a laissé pleurer, il m'a pas dit un mot, hein. Il m'a pas, écoute, essayé de me dire, écoute, pourquoi tu pleures? Il m'a pas posé aucune question. Et lui, il essayait de comprendre lui-même qu'est-ce qui s'était passé. Et je me souviens qu'il écoutait la course, il écoutait. Puis moi, chaque fois que je voyais la course, je partais encore plus à pleurer. Et là, il l'écoutait. Et puis, il a dû l'écouter à peu près des centaines de fois. Et là, à un moment donné, il m'a regardé et dit, OK, ça va faire. C'est arrivé. Puis moi, c'est aussi simple que ça. C'est arrivé, puis on n'en parle plus. Nos enfants sont en santé, on est en santé, je suis en santé, la vie est belle. Écoute, on a accompli quand même des belles choses. C'est fini. C'est sa grande force de pouvoir se relever après une déception qui était quand même grande pour lui. Moi, je l'ai vu se relever. Moi, je voulais pas retourner voir mes coéquipiers avec étant triste et tout ça. Je dis, écoute, mes problèmes personnels, là, j'ai mon échec et tout, c'est pas de vos affaires. Je dis, OK, let's go. Là, nous autres, on a un travail ensemble à faire, c'est de gagner la médaille d'or. On va avoir du plaisir. Le 100 mètres, là, oublie ça. C'est moi, ça. On y pensera après. Là, on avance ensemble. Let's go, guys. 4 et 6, les couloirs États-Unis dans le 4, Canada dans le 6. Il était tellement prêt, tellement concentré, et il voulait tellement en mettre suite à sa disqualification individuelle pour le 100 mètres qu'il a mis toute la gomme. Harden has mis à Glenroy Gilbert, l'homme qui a été le plus rapide sur 100 mètres lancé. La lutte allait se faire au 3e relais entre Bruni-Surin et Mike Marsh. Bruni-Surin, alors que Harden va remettre à Marsh. Bruni-Surin et Mike Marsh. Et là, c'est bon. Bruni-Surin accélère. Bruni est en bonne position. Il dévore Marsh. Souhaitons que le relais soit bon avec Donovan Bailey. Le relais est bon. C'est parti. Donovan Bailey s'en va. Surin les bras en l'air. Donovan Bailey. Qui va devant les Américains. Donovan Bailey. Médaille d'or pour le Canada. 37-69. Le Canada. Enfin, Canada
champion du monde et champion olympique aux 4 fois 100 mètres. Quelle victoire! Et Bruni Surin a dévoré le champion du monde du 200 mètres, Mike Marsh. Cet homme courait avec la rage au cœur et la rage aux jambes. Champion olympique et médaille d'or représentant le Canada. Robert Esme, Glenroy Gilbert, Bruni Surin and Donovan Bailey. La médaille d'or, c'était la récompense ultime et ça faisait oublier ses déboires pour le 100 mètres individuel. 2 jours avant ça, là, on écoutait encore la demi-finale, puis on essayait de comprendre ce qui s'était passé. Moi, j'arrêtais pas de pleurer, puis lui, il était complètement abasourdi. Là. Il était comme, OK, qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis 2 jours après, il était capable de se relever, puis créer un esprit d'équipe, puis aller gagner la médaille d'or. Je t'avoue que j'ai une grande admiration pour lui. Et si on regarde la carrière de Bruni, avec ou des fois des déceptions pour d'un tas de raisons techniques ou de préparation, ou des questions de blessures, il s'est toujours relevé, il est toujours revenu plus fort. Ces championnats du monde-là, ça a été vraiment... on dirait que j'étais toujours sur un nuage. J'ai toujours vu Bruni dans l'attente du moment magique. J'ai toujours vu Bruni dans l'attente du moment où toutes les pièces du puzzle qu'il représente lui-même allaient se mettre en place et pouf, il allait faire 9,84 comme il a fait à Séville en 99, donc l'année d'avant Sydney. Chez les sprinteurs, il y a cette dimension magique, réellement magique, où ils attendent que tout va se mettre en place tout d'un coup et leur foulée va tomber exactement comme ils l'ont pratiqué et tous les éléments vont être là et là, pouf, ils vont faire le temps. Je savais qu'il pouvait accomplir des bonnes choses, quoiqu'en athlétisme, surtout sur 100 mètres, tout peut arriver. Le voilà, Bruni, qui reste sur de belles performances. Séville, c'était un grand moment, parce que c'était évidemment l'aboutissement d'un long cheminement. Ma stratégie, c'était toujours... parce que Maurice, point de vue gabarit, il est plus petit que moi. Donc souvent, il va avoir un avantage sur moi dans les départs. Et puis toutes les compétitions que je faisais contre lui aussi, il était toujours en avant de moi dans les départs. Moi, ma force, c'était surtout après l'accélération. Vers 60-70 mètres, celle-là, il fallait que je l'attaque. C'était la solution la plus logique. En finale, pour une raison ou pour une autre, j'étais en avant de lui. J'ai comme précipité. J'avais trop hâte d'arriver à la ligne. Maurice Green, mais Bruni Surin est bien alors qu'au couloir numéro 3, Tim Harden était pas mal. Maurice Green tenu par Surin, mais Maurice Green va passer quand même. En quelle course de Bruni Surin! Sur le coup, j'étais très, très, très fâché. Parce que je me suis dit, écoute, c'était ma course. C'est comme un cadeau que je lui faisais. Mais après, quand je regardais le tableau indicateur, j'ai dit, ouais, on ne chialera pas trop. Grosse surprise, le gros sourire de ce 100 mètres. L'étonnant Bruni Surin. Le lendemain, tout le monde nous voulait. Tout le monde voulait Bruni. Et je me souviens qu'on était super fatigués. Puis on s'était couchés tout l'après-midi. Puis on répondait plus à rien parce que Bruni était absolument brûlé. Et je me souviens, on s'est réveillés, il était peut-être 6 heures ou 7 heures du soir. Et à Séville, plus rien n'était ouvert. Les cafés n'ouvrent pas avant, à 9-10 heures. Et là, on avait faim. Puis on pouvait pas être servi à l'hôtel. Il n'y avait pas un café d'ouvert. Et on avait faim. Puis là, on se promenait dans Séville. Puis on cherchait quelque chose pour pouvoir manger. Puis il y avait nulle part où aller. Puis là, Bruni arrêtait pas de dire « Qu'est-ce que ça donne de courir vite? Si on peut même pas manger quand on a faim. » En 99, j'étais le deuxième homme le plus rapide de tous les temps. Donc, tout était mis en place pour que je gagne, on espère, la médaille d'or en l'an 2000. Tes attentes étaient tellement élevées, hein? Je me disais, il ne peut qu'aller plus vite. Puis plus vite, c'est quoi? C'est le record du monde. Malheureusement, la sélection olympique... Il s'est blessé avec un délai beaucoup trop court pour pouvoir récupérer avant Sydney. Je savais que c'était sérieux pour la simple et bonne raison que Bruni était invité à peu près à tous les Grands Prix, tu sais, le Grand Prix 1, le Golden League et tout. Et puis, ben, il cancellait toutes ses apparitions.
Puis je t'avouerais, là, pour la première fois de notre vie, là, c'était des montants d'argent que j'avais jamais entendus dans ma tête. Écoute, là, je capotais. Là, j'étais comme, aïe, aïe, s'il cancelle ça, c'est parce que c'est sérieux, sa blessure. À mon avis, il aurait peut-être pas dû courir à Sidney. Alors, c'est parti. Le départ est bon. Et bon départ pour Bruni. Bon départ pour Bruni. En ce moment, il est... ce sera du claquage dans le fond. Il va peut-être être quatrième. C'est inquiétant de voir ce qu'on vient de voir là, de Bruni-Surin. La première course que j'ai faite à Sydney, j'ai paniqué. La sensation que j'avais, c'est comme si on prenait un couteau et puis à chaque foulée que je faisais, on me rentrait un couteau dans la jambe, à chaque foulée. Là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye encore? Est-ce que j'arrête là? J'avais plus quoi faire. J'étais complètement perdu. J'ai appelé mon épouse. J'ai dit, écoute, voici la situation. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux pas courir. Écoute, ton corps te le permet pas. Qu'est-ce que ça va te donner d'aller juste faire le quart de finale? Sur le coup, après, j'ai dit, écoute, j'arrête. Puis c'est là que j'ai craqué. Je pense que c'est mon médecin, Dr Robert, qui m'a dit, écoute, dans la situation que j'étais, ça pouvait pas être pire que c'était. Ouais, au pire, ça va me faire mal et j'arrête et tout. On va essayer de geler la région. J'ai dit, bon, je veux vraiment aller jusqu'au bout. Puis c'est là que j'ai dit, écoute, allons-y. Quand je lui ai parlé, il m'a dit non, c'est fini. Et il s'est présenté à la ligne de départ. Écoute, j'étais là. Je me suis... Écoute, j'étais la seule debout dans le stade. Écoute, je voulais crier, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je ne suis que Bruni maintenant, Claude. Dans le couloir numéro 2. Ça montre de beaucoup de courage après avoir souffert. Alors, le départ est bon. Est-ce que... Bon, il reste dans la course. Oui, il est là. Il reste dans la course. Et regardez Bruni. Il est là. Il s'est classé. Superbe. Et quel courage. Bravo, Bruni-Surin. J'ai réussi à passer à travers. Et il l'a fait. Et il a réussi à passer en demi-finale. C'est assez impressionnant quand même. J'étais très content. Mais le lendemain, ça n'a pas passé. Même en faisant mon jogging, je ressentais quelque chose. Là, je me suis dit, wow, ça va être difficile. Puis de là, on a essayé une première injection. Je suis retourné sur la piste d'échauffement, je faisais des accélérations. Je ressentais encore quelque chose. Je crois que j'ai eu 3 injections. Puis, en allant sur la piste, dès que je me suis mis en position prêt sur les blocs, ça allait chercher la région. Là, tout de suite, psychologiquement, j'ai dit, waouh. J'ai fait 2 foulées, puis là, j'ai dit, ça passait pas. On a tout dit sur Bruni, hein. On sait qu'il souffre, il n'est pas à 100% de sa condition. Blessé à la cuisse gauche. Cette fois, le départ est bon. Très bon départ. Bruni a abandonné. C'est un peu égoïste, mais là, tu te mets à dire, hey, c'est pas juste la vie. Tu sais, c'est ses derniers jeux. Et là, tu te dis, j'ai tout fait ça, puis il est blessé. Tu sais, je veux dire, son corps n'a pas suivi. Il va falloir passer dans la mix zone, où est-ce qu'il y a tous les journalistes. Puis là, je me suis dit, là, moi, je vais pas pleurer. Pas du tout. Moi, je suis un tough. Il n'y a rien là. Écoute, c'est les Olympiques, wow, big deal. J'ai fait mon possible. Ça n'a pas passé. Je vais raconter mon histoire. Je veux dire, depuis hier, après la première fois que j'ai couru, moi, je me suis dit, bon, est-ce que je vais continuer ou quoi? Mais j'ai essayé d'aller quand même au bout. Je ne voulais pas avoir de regrets. Donc, c'est tout ce que je pouvais donner. La blessure est encore là. Puis maintenant, bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'étais jusqu'au bout. Je me suis donné la peine. Puis malheureusement, le mal a eu à gagner. Puis c'est ça. Mais je suis convaincue que dans le fin fond de lui, là, il savait que... Tu sais, quand t'es si longtemps en athlétisme, il n'y a pas de hasard en athlétisme. Ça n'existe pas.
peux pas performer sans avoir une saison. Tu peux pas performer sans t'entraîner. Pas si tu le fais de façon aussi clean que Bruni a voulu le faire. Et il a fait preuve de beaucoup de courage depuis le tout début de cette compétition. Mais moi, j'aimerais avoir l'opinion de Jean-Paul là-dessus. Vous ne pouvez plus vous présenter à 100 mètres sur une finale ou espérer quelque chose si vous n'êtes pas au top de la forme. Il ne l'était pas. Et quand un athlète de ce niveau-là, qui a un renom, qui a prouvé à la planète entière qu'il est un des meilleurs sprinteurs du monde, il ne peut pas se présenter handicapé à une épreuve comme ça, comme le 100 mètres. C'est pas possible. Il y a quand même été, et je pense que là encore, il y a été pour ne pas décevoir. Mais celui qui en a pris le plus dans le nez, c'est lui. J'aurais tellement voulu performer autant, sinon plus que l'année d'avant à Séville, mais c'est la vie. Quand j'ai débuté en 89, quand j'allais voir les commanditaires, on me disait « Oui, Bruni, on te trouve sympathique et tout, mais on ne veut pas investir dans un sprinter. » C'est une victime de la drogue lui-même, une victime de la drogue indirectement. Il est arrivé dans la foulée de Ben Johnson. Le gars après Ben, est-ce qu'il en prend lui aussi? À chaque fois que je faisais une entrevue, il y avait la question de dopage. À un moment donné, je me dis, écoute, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Si on regarde la progression de Bruni depuis qu'il est junior, ça a été une progression qui a été très longue, doucement grignotée, les dixièmes, les centièmes, les uns derrière les autres avec des blessures. Et ça, c'est pas un signe de quelqu'un qui se dope. Les gens qui se dopent, vous les voyez d'un seul coup, qui émergent. Ils venaient de nulle part et d'un seul coup, il est en 2 ans, boum! Bruni, je pense qu'il est à l'eau claire, effectivement. Il y a un certain nombre d'athlètes à qui je donnerais le bon Dieu sans confession. Et Bruni est certainement un de ces-là. Je me rappelle particulièrement une année où il était très fortement grippé. Et c'était peu de temps avant les championnats du monde de Stuttgart en 1993. Et puis, plutôt que de se tromper dans le médicament à prendre, qui aurait pu quand même atténuer un peu ses symptômes du rhume, de peur de se tromper dans la couleur de la boîte ou quoi que ce soit, il a préféré s'abstenir et endurer de façon épouvantable un rhume qui s'est étendu pendant à peu près 5 jours. Il souffre d'allergie, Bruni. Chaque fois qu'il prend un médicament, il est toujours en train de se demander si il lit toujours toute la liste des ingrédients pour être sûr qu'il n'y ait rien. Puis même que le médecin avec qui il fait toujours affaire lui dit « T'es paranoïaque, arrête, il n'y en a pas d'affaires illégales là-dedans. » La plus grande satisfaction que j'ai eue, là, c'est comme j'ai dit, j'écoutais tous les gens qui disaient que c'est pas possible de courir en dessous de 10 secondes, c'est pas possible de courir 9 et tout ça. Puis moi, c'était ça ma satisfaction, la plus grande satisfaction. J'ai dit, écoute, je l'ai fait de façon clean, puis j'aurais pu aller plus vite encore. L'expression anglaise, quand les Anglais cherchaient la femme. Hein? Tu sais, Bruni, là, je crois qu'il n'aurait jamais pu être ce qu'il était sans Bianel. Oh mon Dieu, je suis pas d'accord. Quand j'ai rencontré Bruni, ça m'avait tellement frappé la détermination qu'il avait de réussir dans ce milieu-là. On a commencé jeune ensemble. On a commencé, puis c'est l'année aussi que je commençais le sprint. Donc on a tout vécu, les bons moments, les mauvais moments ensemble. Merci beaucoup. Je vais maintenant remercier et rendre hommage à la compagne de ma vie, à celle à qui je dois beaucoup, sinon tout. Elle a dû voir aux affaires courantes, s'occuper des enfants, qui a mis ses ambitions de côté pour m'aider à réaliser les miennes. Lionel, je t'aime. Merci beaucoup. Et juste Bruni me dire « je t'aime » pour moi, là, en public, là, c'est un exploit, là. C'est vraiment pas des choses qu'il dit régulièrement, parce que Bruni va toujours me dire « mais tu sais, là, tu sais, je veux dire, je te le démontre à tous les jours, tu sais. Pourtant, je le sais. » Écoute, il me l'a démontré des milliers de fois, mais, tu sais, il le dit presque jamais. C'est Bruni. Avec Bianel,
Ben, c'est avec la personne, j'ai tout partagé. Je pense que c'est la personne qui m'a permis d'avoir tu veux dire, quand ça va mal en athlétisme, j'arrive à la maison. Tu sais, l'athlétisme, moi, je m'en fous, là. Je veux dire, c'est ça l'important pour moi. C'est l'épouse, c'est la famille. Il a aussi eu la chance d'avoir une femme qui est toujours très pratique, les deux pieds sur terre. Moi, je pense que ce que j'ai amené à Bruni, c'est surtout un équilibre. On a eu des enfants, il savait que j'étais là pour m'en occuper, puis que, tu sais, il se sentirait pas coupable de partir puis d'atteindre ses buts en Europe ou en Asie parce que j'étais là. Là, c'est le dernier long voyage, là. Ah oui? Oui. Bien-être, je pense que c'est l'autre moitié de moi, là. Plusieurs événements ont fait que il a fallu que je m'implique davantage dans sa carrière. Là, tu t'occupes de quelqu'un qui est souvent parti, tu règles les choses de la vie courante, la maison, tu négocies ses contrats, tout ça par téléphone. Les gens ont eu la perception, après quelques années, que Bruni était le doux, le gentil, et Biennale était la tough, la rough. Moi, j'entends dire souvent des fois, bon, c'est Biennale qui est la bosse. Celle qui prenait les décisions. Puis finalement, moi, je faisais que mon travail. J'ai jamais pris aucune décision pour Bruni. Je suis pas le boss de la famille, puis Biennale n'est pas le boss de la famille. On est une famille, puis il y a un respect mutuel, et puis c'est tout. Un jour, j'ai dit à Bruni, il va falloir que tu t'extériorises un petit peu parce que ça a comme pas de bon sens, là. Je suis comme la méchante, là, qui... Fait que ça a été... il a fait beaucoup de blagues avec ça, Bruni. C'est un peu anecdotique, notre première rencontre, d'ailleurs, puisque lorsqu'il s'est présenté à mon bureau avec Biennale... Comme Claude, c'est pas un gars qui parle beaucoup, et que moi non plus, je parle pas beaucoup. Alors imagine, moi je suis assis devant Claude Chagnon, président de Vidéotron, et Bruni à mes côtés, il y a personne qui parle. Il y avait des longs temps morts. Il y avait que Biennale qui faisait toute la conversation. Alors moi, je me suis mis à parler comme une pie, à dire n'importe quoi. Bruni, c'est un gars qui est très timide. Bruni, c'est quelqu'un aussi qui parle pas beaucoup de ses émotions à lui. C'est pas le genre de personne qui m'a déjà dit écoute, tu es la femme de ma vie et je t'aime à la folie. Dans le fond, dans sa nature même, je crois que Bruni est un garçon réservé. Je veux dire, c'est tout l'envers d'un sprinter, c'est tout l'envers moi, j'appelle ça des chromés. You know, there's so many of the 100-meter male sprinters that are just so cocky and loud, and he's one of those few male sprinters that just gets the job done. You know, you don't see him out there talking a lot of trash. He's very respectful, and I think that's why I admire him so much, and the fact that he's finishing his career this year, it's gonna, you know, I think that he'll be missed in the sport of track and field. He's just been a very humble man, and I think he's proven that he's one of Canada's greatest, and you know, it's been an honor to race against him and be on the circuit with him. And it's going to be sad to see him leave. But I'm kind of happy because there's one less person to worry about, especially being the oldest guy in the sport right now. Il donne beaucoup de l'importance à ses adversaires. Il salue ses adversaires avant et après. Donc, c'est vraiment un homme qui respecte tout le monde, dehors et pendant la course. Et je pense que c'est une qualité vraiment extraordinaire. Bruni Surin, au-delà de l'athlète, c'est probablement un des êtres humains les plus sympathiques que j'ai connus, les plus disponibles, les plus gentils. Vous allez pour la compétition? Oui. Okay. En plus, je suis une coureuse, alors ah ouais? Je suis une sportive. Demi-fond? Je fais de la course, je fais des marathons. Ah, OK. Ben, il n'était pas le meilleur, mais il était dans les meilleurs. Il y a quand même, je sais pas, le 2e ou 3e temps de toute l'histoire du 100 mètres. Je veux dire, tu peux pas parler de... je pense pas qu'il lui ait manqué quoi que ce soit. Il a été au maximum. Je crois qu'il n'a aucun regret à entretenir. Il a été au maximum de ce qu'il a pu donner. Et ce qu'il a donné, ma foi, faut pas employer le mot honnête. C'est prodigieux ce qu'il a fait. Alors vous me dites, bien sûr, il n'a pas fait ce que Carl Lewis a fait. Il n'a pas fait ce que Donovan a fait. Il n'a pas fait ce que... Mais là, quand vous en allez en avoir nommé 3, c'est fini. Là. Et ce qui le distingue encore plus...
c'est sa nature, c'est qu'il échappe à la caricature de ces athlètes qui sont tout en extérieur, qui n'ont rien en dedans. C'est dans toute ma carrière, qui est quand même assez longue, puis ça fait 50 ans que je fais ce métier-là, c'est certainement un des 2 ou 3 ou 4 athlètes là, les plus sympathiques et les plus performants aussi que j'ai rencontrés. Vous ne l'avez pas vu avec une médaille d'or autour du cou, mais moi, je m'en fous des médailles d'or et tout ça. Je l'ai vu avec ces 2 filles. C'est un papa assez extraordinaire. Je l'ai vu avec sa femme. C'est un mari aussi, tout à fait. C'est un être humain. Ça a l'air un cliché, mais c'est pas l'impression que j'ai quand je rencontre Donovan Bailey. C'est pas l'impression que j'ai eue en rencontrant Carl Lewis. C'est pas l'impression, encore moins, avec Ben Johnson. Je veux dire, c'était des bêtes de piste. Bruni était une bête de piste et un être humain. C'est un des athlètes pour qui j'ai le plus d'admiration. J'ai été tellement déçu souvent par des athlètes que Bruni, première affaire, c'est un athlète qui ne m'a pas déçu. Et je parle humainement parce que athlétiquement, je suis déçu 2 minutes, puis après ça, j'oublie ça, je m'en fous, c'est la personne qui reste. J'estime profondément ici au Québec, je ne les connais pas tous, là, mais 3-4 athlètes pour qui j'ai un profond respect. Là. On n'est pas amis, mais on pourrait le devenir si les circonstances, l'âge faisaient. Bruni, c'est la même chose. Je ne suis pas ami, je ne suis pas proche de lui, mais si les circonstances, je ne sais pas, le lieu géographique, l'âge aussi faisait que je sois proche dans son entourage, ça serait quelqu'un dont je pourrais facilement rechercher la présence ou que j'appellerais ou avec qui j'échangerais volontiers. Ce que je ne fais pas, là, je le répète, ce n'est pas un ami, mais c'est ça, c'est déjà très rare. Je n'ai pas tant d'amis dans la vie, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que souvent, j'étais pris dans des situations où les gens vont me dire « Mais pourquoi? Pourquoi tu insistes? » Mais si je n'avais pas insisté, j'aurais jamais fait 9,84. C'est dur d'avoir une vie de couple puis une vie familiale qui est intimement liée à une performance sportive. Il me semble que j'aimais mieux l'athlétisme quand je courais, que bon, je n'étais pas connu, puis que j'arrivais premier ou dernier. C'était le fun parce que j'avais pas de mauvaises critiques et tout ça. Mais là, quand tu arrives à un certain niveau, tu n'as pas le choix de rester là. Tu sais, la gloire, c'est comme une montagne qu'on escalade à pied, mais qu'on descend là, tu peux dire en bicyclette, en patin à roues alignées, en ski, en bolide de Ferrari, mais tu descends vite. T'as ton couloir, là. T'as le pays qui te regarde. Rapporte-nous une médaille. Rapporte-nous une médaille. Il faut que tu la rapportes, la médaille. On t'attend. On t'attend au Canada. On t'attend à Montréal, Bruni. Rapporte-nous une médaille.